Alors, ces 2 derniers jours, j'ai réimplémenté un algorithme qui calcule en fait le déterminant d'une matrice n fois n. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment l'algorithme marche et en quoi aussi il produit des résultats légèrement différents, légèrement d'ailleurs plus précis que la fonction, donc l'algorithme qui se cache derrière la fonction de base dans R qui s'appelle det. Donc déjà on va voir que l'algorithme que j'ai réimplémenté fonctionne bien et dans une seconde partie de la vidéo on verra que c'est pas très compliqué, hein, c'est juste que je vais vous donner un petit peu les idées générales, pas vous décrire ligne par ligne le code, mais vraiment les idées générales parce que je suis pas non plus le meilleur programmeur, et puis notamment si vous voulez le réimplémenter dans un autre langage, il ne faudrait pas que ça soit un dogme, chaque ligne de code soit un dogme à respecter, vu que la réimplémentation d'un algorithme dépend fortement du langage dans lequel on implémente, évidemment. Donc là, je vais vous donner un petit peu les idées générales de comment le faire, et ensuite, pour le fun ou pour ce que vous voulez, vous pourrez le refaire dans un autre langage tranquillement. Et on commence directement. Alors, par exemple, imaginons ici une matrice 4x4, d'accord, et quand on veut quand on veut trouver le déterminant de cette matrice, on va juste utiliser la fonction det, qui est la fonction de base dans R pour avoir, déterminer le déterminant, mais en tout cas, pour avoir le déterminant d'une matrice, du coup carré, hein, forcément, on fait un det de la matrice, Et en l'occurrence, on a 7. Et donc là, je vais charger mon package dans lequel j'ai mis la fonction que j'ai réimplémentée, Et donc la fonction s'appelle un rmashdet, hein. D'ailleurs, je mettrai quand même en lien dans la description l'algorithme en R que j'ai réimplémenté, hein, si vous voulez un petit peu voir quand même comment il fonctionne, mais ça c'est pour après. Donc j'applique la fonction, on a bien 7, ok, donc ça c'est super, hein, pour une matrice 4x4. Maintenant pour du 5x5, qu'est-ce qu'on a? On a du 125 là ici avec R base, avec la fonction det de base, et avec la mienne on avait bien aussi 125. Pareil pour du 6x6, ok. Et là, voilà, donc le 6x6, vous voyez que là, on a un résultat un petit peu bizarre, hein. Normalement, on devrait quand même trouver 0, mais là, on a du moins 1,55 x 10 puissance moins 13. Tu vois, c'est pour ça que je ne sais pas vraiment comment écoder de l'algorithme derrière la fonction det de R, mais je sais du coup forcément comment marche mon algorithme. Et là, heureusement que c'est bien parce qu'il nous remet un 0. Ça, c'est super. Alors, je sais pas, hein, peut-être que d'ailleurs, mon algo est beaucoup plus lent que la fonction det, hein, mais au moins, il produit un résultat... un bon résultat qui est vraiment 0. Mais bon, en tout cas peut-être qu'il est beaucoup plus lent. J'ai pas fait des tests, hein, de benchmark pour voir la rapidité. Mais en tout cas, parce que je pense que le det ça appelle du code C derrière, vu que je crois que le R, ouais, c'était basé sur du Fortran, qui a donné après le S, qui a donné le R, enfin bref, c'est un peu un bordel. Mais bon, en tout cas, là j'ai réimplémenté l'algorithme en R pur, mais le det doit appeler d'autres langages, et donc forcément ça marche pas pareil. En tout cas, on va passer maintenant à l'explication de l'algorithme. Alors déjà, comment on va déterminer le déterminant d'une matrice n fois n? Déjà, le truc qu'il faut se dire, c'est qu'il faut à chaque fois laisser 2 colonnes et par conséquent, du coup, on va voir 2 lignes de libre en fait. 2 colonnes et 2 lignes de libre dans la matrice. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on va faire une diagonale, on va prendre imaginez que là on a ça de libre et qu'on a ça de libre, donc de hauteur 2 et de hauteur 2. On va faire du coup celui-là fois celui-là, moins du coup celui-là fois celui-là. Ok. Donc ça se traduit ici par A fois D moins C fois B. Ça c'est la position de départ. Donc la position de départ que je pensais être la bonne, voilà, que je pensais être la bonne, qui est la bonne, c'est on va subdiviser récursivement la matrice jusqu'à arriver à avoir 2 lignes de libre, en tout cas 2 colonnes de libre, et aussi par conséquent du coup 2 lignes de libre. Alors on subdivise ici, hop, pareil, on n'a toujours pas de ligne de libre, donc on y va. Donc là du coup on a fait 4 subdivisions. 4 subdivisions, donc on va devoir, vous allez voir après, traquer la position de 4 colonnes. Voilà, la colonne ouais, c'est du rose là, bref, rose ici, violet ici, orange ici et bleu ici. Ensuite, vu que, donc là on a cette position, on peut bouger maintenant la colonne qui est la plus proche en fait des numéros. Donc c'est ce qu'on va faire, ok, on l'a bougé de 1. Donc maintenant, on va faire le résultat, donc A fois D moins C fois B d'avant, sur, donc là le A, hein, c'est pas et le B et le C, je veux dire, c'est pas les mêmes qu'avant, mais c'était juste histoire de nommer les cases pour chaque cas d'usage. Mais en tout cas, on va faire le résultat d'avant, donc ça fois ça, moins ça fois ça, plus ça fois ça, moins ça fois ça.
Voilà, donc c'est pour ça que là, ces cases-là, on les multiplie pas, hein, donc c'est bien A fois D moins C fois B. Et là, on a encore la possibilité de bouger la colonne, donc on la bouge encore une dernière fois, ce qui nous donne ça. Et là, on arrive un petit peu à un point de rupture de la colonne bleue, parce que vous voyez qu'on ne peut pas la bouger plus, en fait. Hein. Donc vu qu'on ne peut pas la bouger plus, on va aller faire bouger la colonne qui est la plus proche de la colonne bleue. Donc en l'occurrence, c'est celle d'avant, c'est la orange, en fait. Donc on va la déplacer de 1, donc celle-ci va être, hop, comme ça, et la bleue va prendre en fait la place de la orange juste ici. Et du coup, ça nous donne ce genre de truc, quoi. Donc la orange s'est déplacée de 1 et la bleue, paf, elle est revenue ici. Et juste, donc là, on rajoute un A fois D moins C fois B au résultat d'avant, quoi. Et là, la colonne bleue, on va pouvoir la déplacer de 1, sauf que là, la colonne orange prend déjà en fait cette position-là. Donc, on va devoir sauter cette position-là et aller à celle-ci. Donc etc en fait, hein, tout simplement. Donc là déjà on se dit un truc, techniquement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir déjà créer fondamentalement deux vecteurs, un vecteur qui va avoir donc deux vecteurs qui vont avoir en taille 4, donc en fait ça va être 4 en l'occurrence parce que c'est une matrice de 6 x 6, donc on a du coup 4 colonnes en fait à traquer, on a n-2, parce qu'on doit, 2 c'est le nombre de colonnes qu'on doit qu'on doit laisser libre, donc à chaque fois c'est n x 2, donc on va déjà appeler un vecteur qui va s'appeler move. Bon, on va le créer, hein, move ici par exemple, là, voilà, je sais pas en anglais, move comme ça avec 2 O quoi. Move donc, avec un V pour dire que c'est un vecteur. Et donc il va avoir en taille 4. Et il va traquer la position en fait, enfin pas la position, le mouvement de chaque vecteur. Donc là vous voyez que le premier il est. Excusez-moi, il y a des gens qui passent. Il est au premier du coup mouvement parce qu'il n'a pas bougé. Le deuxième, pareil. Le troisième orange, pareil. En fait, ils sont tous au mouvement 1. Ok, super. Et le vecteur mouvement est associé au vecteur position que je vais appeler juste là, enfin que je vais créer juste là. Et au début, le premier est à la première colonne, le violet est à la deuxième colonne, l'orange à la troisième et le bleu à la quatrième. Et vous voyez que là, par exemple, quand je saute un petit peu les étapes, mais que je vais là, et bien là, le vecteur move, il n'y a pas du tout, enfin, il a changé, hein, évidemment qu'il a changé, parce que, alors, au début, il ne change pas, parce qu'on est toujours à 1, quoi. On est toujours à 1 pour les 3 premières colonnes, mais vous voyez que celui-là, on a fait un mouvement, deuxième mouvement, enfin, on est au premier mouvement, quoi. Là, c'est au deuxième mouvement, et là, on est au troisième. Donc, troisième, et hop, et du coup, le vecteur position associé, pareil, il change pas au début, quoi, donc 1, 2, 3, et après, du coup, ça va être du 6, quoi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, on est bien au 6ème, là, 6. Ok, donc ça, déjà, c'est l'idée un petit peu fondamentale de traquer le mouvement et la position de chaque colonne dans la matrice. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est bien beau, mais là, il faudrait peut-être un petit peu penser, il faudrait penser, en fait, à comment... déjà, je check si, par exemple, une colonne est au point de rupture, quoi, et à bout de souffle, et ne peut pas encore bouger davantage. Là, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est très simple, en fait. Vous voyez bien que le mouvement, la possibilité de mouvement de chaque colonne suit une loi très simple, hein. C'est-à-dire que la colonne bleue, celle qui est le plus proche, en fait, des nombres, elle a que 3 possibilités de mouvement, que 3 mouvements possibles en fait, la orange que 4, la violette 5 et la rose 6 mouvements possibles. Donc à chaque fois, il faudra peut-être, quand on fait un mouvement, checker si on est bien pour la colonne par exemple bleue, si on est bien à un truc inférieur strictement à 3. Si on est déjà à 3 et qu'on fait en plus un mouvement, là il faudrait checker du coup les statuts des colonnes d'avant, et soit la faire bouger de 1, soit vous allez voir faire en fait un switch qu'on va voir juste après. Donc le switch dont je parle en fait, c'est justement ce qui se passe en fait de là, donc de cette étape à cette étape. Vous voyez que là en fait, vu qu'on on est au point de rupture de la colonne bleue, on va faire avancer la colonne orange donc de 1 en fait, et la colonne bleue va prendre du coup la position de la colonne orange. Comment on peut traduire ça? En fait,
Alors attendez, je vais prendre un autre cas, oui, un autre cas d'usage qui est beaucoup plus, enfin qui est beaucoup plus parlant. Voilà. À un moment donné, donc là je vais toujours vous expliquer le switch, comment ça se passe, le switch des colonnes. À un moment donné quelconque, dans l'algorithme, on sera amené à être dans cette position-là. Donc on pourra avoir par exemple la colonne rose ici qui est ici, la violette là, la orange là et la bleue là. Et donc là, si vous êtes un petit peu malin, vous voyez que là, la bleue, elle peut pas bouger davantage, comme la orange. Par contre, la violette, elle peut, et la rose, elle peut. Donc, du coup, là, on a checké, on est bien au mouvement, au troisième mouvement. Si on fait un mouvement de plus, on peut pas. Donc, on va aller checker le statut, donc le mouvement de la colonne orange. Et est-ce que je suis à 4 ? Si je suis à 4, il y a un problème. Là, en effet, je suis à 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on va checker le mouvement de la violette. Ah bah c'est bien, la violette, on est toujours à... alors du coup, il devait... Alors, attendez, même moi, je suis un petit peu perdu. Oui, oui, excusez-moi, on est à 1. Voilà, 1, comme ça. Pourquoi on est à 1 Vous voyez bien que la violette, en fait, elle a dû faire 1, 2, 3... Enfin... Donc là, un premier mouvement, deuxième mouvement, 3, 4, 5. Au cinquième, on l'a re-switché au premier mouvement parce qu'on a fait avancer la colonne rose. Donc à chaque fois que je décale, du coup, là, par exemple, quand j'ai décalé la bleue ici, bah, le vecteur move, en fait, au lieu d'être à 3 ici, on l'a remis à 1 parce qu'on l'a décalé, et la orange, on l'a mis à 2, etc. Donc c'est pour ça que ici, on est en fait au premier mouvement. Donc, là, quatrième mouvement, donc on peut pas. Et là, c'est bien premier mouvement. Donc là, on va pouvoir faire sauter la colonne violette, donc de 1. Sauf que pareil, on peut pas la faire sauter de 1 parce que là, c'est la colonne rose qui bloque en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir du coup toutes les possibilités en fait. On va checker déjà toutes. Alors, je suis un petit peu fatigué. Je viens de réimplémenter l'algorithme, mais j'arrive pas trop à le sortir comment il fonctionne là, comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre la colonne violette et on va voir toutes les possibilités supérieures de mouvement. Voilà, toutes les possibilités supérieures de mouvement. Bon là c'est bien, ça tombe bien, on a la première colonne. Donc à chaque fois, elle peut qu'avancer, comme on a la première colonne. Mais il y a des cas où la colonne violette, elle pourrait être là, et du coup, il ne faudra pas checker les possibilités d'avant, mais il faudra checker que celle d'après, quoi, que celle d'après. Donc là, en l'occurrence, bah, on va checker que les possibilités qui sont supérieures à leur position, parce que voilà, c'est ça, que les possibilités d'avancement supérieures à la position de la colonne qu'on étudie. Donc ici, bah, c'est de 2 à 6 en fait. Mais vu que 2 bah, est déjà pris en fait par quelqu'un, et le quelqu'un c'est pas n'importe qui, hein. Le quelqu'un ça va être la colonne qui est supérieure à la colonne en fait dont il est question. C'est-à-dire que si ça avait été la colonne orange qui aurait pris ça, on s'en serait fiché quoi. Mais là vu que c'est une des colonnes supérieures qui prend en fait la position de la colonne d'avancement potentielle, on va encore stepper de 1. On va mettre un pas de 1 encore en plus pour voir si on peut mettre la colonne violette ici. Et bah oui, on peut le faire. Donc on va la mettre et là, l'algorithme, comme c'est du gâteau quoi, la orange, hop, on la met ici. Et la bleue, bah du coup, on va prendre le minimum des positions. Oui, c'est-à-dire que la violette, hop, on la met ici, comme on a vu que là, on ne pouvait pas. Et pour toutes les colonnes qui sont inférieures à la colonne dont il est question, en fait, on va les mettre aux positions minimales de la matrice. C'est-à-dire que là, pour la orange, la position minimale de colonne pour la matrice, c'est 1. Vu que là, la place, elle s'est libérée. Là, elle s'est libérée parce que là, la colonne violette, elle est juste là. Donc là, pour la orange, donc on va descendre crescendo de niveau en niveau de colonne. Donc là, la orange, en fait, elle va être en position 1 du coup. Et pour la bleue, et bah, du coup, la bleue, elle va être juste ici. Voilà, elle va être juste ici après. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous tracer ça directement. Donc, c'était la rose. Bah, la rose, elle n'a pas changé. Hein. Elle est toujours là. Hop, tac, comme ça, voilà, super. Et la violette, alors je crois que j'ai pris cette couleur-là. Qu'est-ce qui est fait ? Et bah, elle est passée justement juste ici, quoi. Maintenant, c'est quoi la couleur d'après ? C'est la couleur orange. Et bah, la couleur orange, donc elle prend toutes ces lignes-là. Elle est passée là en fait. Elle est passée là parce que c'est la position minimale de colonne qui existe à ce moment-là, quand on a fait passer la colonne violette ici. Et ben voilà. Et puis là, il reste encore 3 positions. Et bah pour la bleue, on prend encore la position minimale qui reste. Et la position minimale qui reste, c'est celle-ci. Et ben voilà,
donc là on savait pas ce que ça donnait, ce que ça allait donner après, et en fait ça donne bien ce genre de truc, et on a bien toujours AB, voilà, A, B et CD, quoi, tout simplement, et on rapplique, on ajoute encore à la formule tout ce qu'on sait. C'est l'idée générale de l'algorithme. Un peu peut-être compliqué à expliquer. J'espère qu'avec les visualisations, vous aurez un petit peu mieux compris, si mes paroles ne suffisent pas, en tout cas. Et puis en tout cas, si vous souhaitez réimplémenter l'algorithme, vous ne savez pas comment ça marche algorithmiquement, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et puis non, sincèrement, et puis j'espère vous donner des informations utiles pour vous, tout simplement. Je me répète, mais c'est comme ça. Bon allez, puis je vous invite à aller mettre un pouce bleu si ça vous a plu aussi. Allez, bonne journée ou bonne soirée.